un breton, je suis bretonne. Je suis contente. Oui, moi aussi, toujours, quand je rencontre des Bretons. Ah ouais. Braise à Tao. Ah, ouais, j'arrête parce qu'à chaque fois je parle de la Bretagne. Dès que je fais une intervention, je parle de la Bretagne. Et après, on m'aime pas pour ça. Parce que je suis. Mais non, je suis citoyenne du monde. Hmm. Et, donc, Moi aussi. mais j'aime la Bretagne et donc je le dis souvent. Moi Euh, aussi, hein, je suis pour la mondialisation dans le bon sens, tel que Rifkin en parle dans son dernier livre. On fait tous partie d'un même monde et qu'on en est tous responsables et que il faut pas qu'il y ait de clivage entre nous et qu'on travaille en même temps pour faire un monde meilleur, en se libérant du joug de toutes les contraintes de la société du coût marginal zéro, de ce qui arrive, le capitalisme touche à sa fin. Et je pense que on est proche d'une ère nouvelle, grâce au numérique et grâce aux énergies renouvelables, qui vont nous libérer de plein d'asservissements qui ont été mis en place au cours des 200 dernières années, à cause des énergies fossiles et à cause des grands groupes industriels. Ton livre, il s'appelle Et si on décidait d'aller bien. Et c'est marrant parce que tu as un parcours de sportif. Mmh. Et, j'ai le. Ça me fait tellement plaisir de voir que tu as une vision globale des choses. Donc ce livre, ce qui serait intéressant, donc, c'est de parler à titre individuel. En quoi, quel est ton parcours et pourquoi il est important d'aller bien physiquement, personnellement, et après peut-être d'aborder ce niveau global que je trouve clé, en tout cas moi, dans l'exploration du bonheur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que on dit, il- quelqu'un disait le temps d'apprendre à vivre qu'il est déjà trop tard. Donc le temps d'apprendre à être heureux, et c'est déjà la fin. Donc je crois que le but d'une existence, la grande quête, devrait être celle du bonheur, de l'atteinte de ces moments de plénitude et d'absolu qu'on peut ressentir à certains moments de notre vie. Tout ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Moi, mon parcours, c'est celui d'un petit provincial de Brest qui a grandi avec une figure paternelle énorme, qui a fait du sport professionnel très jeune pour faire plaisir à son père et pour ressembler à son grand frère, et qui vers 23-24 ans s'est rendu compte que c'était pas la vie dont il avait vraiment rêvé, qu'il faisait pas les choses pour lui, qu'il les faisait pour les mauvaises raisons, parce qu'il avait eu des, des rapports avec son père. J'ai été élevé vraiment à la dure, avec de la violence, mais en même temps beaucoup d'amour, beaucoup d'exigence, beaucoup de discipline. Donc le sport m'a inculqué la pugnacité, les vertus du travail, euh, la fontaine, quoi. Travailler, prenez de la peine, quoi. C'est le fond qui manque le moins. Mais ensuite, j'ai voulu tuer le père en faisant ce dont je rêvais. Et je croyais que j'avais tué le père. Et après, tout au long de mon existence, jusqu'à maintenant, je me suis rendu compte que toujours j'étais en grand mal de reconnaissance et je comprenais pas pourquoi j'avais autant envie et besoin qu'on m'aime. Et en fait, tout était lié à mon père. Je voulais que mon père me reconnaisse. Et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Pour la première fois, il m'a dit que j'avais fait des choses bien et qu'il était épaté. Donc c'était un instant de bonheur. Mon parcours, il est le suivant. J'ai été coureur cycliste professionnel. J'ai été coureur cycliste professionnel pendant 4 ans. J'étais excessivement doué physiquement et excessivement inadapté psychologiquement. C'est-à-dire très tôt, j'étais un marginal dans le vélo. Des grosses capacités. Tout le monde disait que j'allais être on disait que j'étais le petit Mozart du vélo. Mais un Mozart un petit peu taré, excessif, caractériel, marginal, parce qu'il avait des opinions politiques qui ne correspondaient pas aux opinions politiques de ce milieu, qui est un milieu où les gens sont issus plutôt d'un milieu paysan, ils ont peur de la différence, ils ont peur de l'autre, ce qui les conduit à voter du très mauvais côté. Euh, j'ai été heureux et très malheureux dans ce milieu. Lorsque je l'ai quitté, j'ai décidé de satisfaire mes rêves, parce que j'ai toujours considéré que j'étais riche de tous les avenirs possibles, qu'il suffisait de désirer quelque chose pour y arriver si on se donnait du mal. Et toute mon expérience de sportif m'a permis d'avoir ces bons automatismes, ces bons outils pour parvenir à mes fins. Donc très vite, je suis rentré dans la musique. Dans la musique, ça a marché tout de suite. J'ai tout de suite été en radio, j'ai signé chez Universal. Et à ce moment-là, j'ai eu des gros problèmes de santé, avec des traitements très lourds. Et au fond, c'était pas surprenant puisque je m'étais dopé pendant toute ma carrière. J'avais d'ailleurs écrit un livre à ce titre qui avait été
un grand succès qui avait été un grand pavé dans la mare. Bon, tu verras tout à l'heure que chaque chose a son sens dans un parcours et tu comprends plus tard où ça te mène. Et un peu plus tard, quelques mois plus tard, c'est ma femme qui est tombée malade avec une maladie de Hodgkin. Elle a fait trois rechutes précoces. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était alternatif. Moi qui avais déjà une grande connaissance du corps, parce que quand ton corps c'est ton outil de travail, tu apprends à l'optimiser bien sûr avec le dopage, mais aussi avec l'alimentation qui te permet de potentialiser les effets du dopage. Et tu comprends que ton corps est une machine excessivement sophistiquée et qu'elle a besoin de bons carburants, des bons nutriments pour bien fonctionner et qui peuvent avoir des conséquences extraordinaires sur l'efficacité, sur le bon fonctionnement du corps. Donc je me suis intéressé à tout ce qui était alternatif puisque j'étais confronté à un monde médical qui traitait une jeune nana qui avait jamais bu, jamais fumé, qui avait toujours fait du sport et qui la traitait non pas comme une personne, mais qui traitait une pathologie, qui traitait des organes, et qui lui ont dit après sa troisième rechute que si jamais elle s'en sortait, elle n'aurait jamais d'enfant. Lorsqu'on leur demandait si il fallait changer des choses d'un point de vue alimentaire, on dit non, continuez surtout à manger comme vous mangez, ça n'a pas d'importance. Donc tout ça, ça me choquait beaucoup parce que j'étais moi très très conscient et très au fait de ce qu'il fallait faire. Et là, je me suis documenté, j'ai commencé à être passionné par tout ce qu'il y avait à côté, alors que j'étais encore chanteur, mais déjà j'ai commencé à me passionner à ça. Et ma femme a guéri, parce qu'on a changé plein de choses, on a complètement viré les laitages de notre existence, on a viré tous les sucres rapides, on a commencé à avoir un fond nutritionnel pensé, on a fait des jeûnes pendant ces chimiothérapies. Voilà, un an après, elle tombait enceinte. Elle en avait marre que je sois dans le milieu de la musique parce qu'elle était très inquiète pour moi à cause de mon côté excessif et de ma propension à pousser les limites toujours plus loin dans les bons compartiments mais aussi dans les mauvais. Donc j'ai pris la décision pour cette petite fille de changer de vie et de repartir à zéro. J'ai commencé à coacher des gens. Jusque-là, j'étais quelqu'un de très égoïste, très tourné sur moi, très égomaniaque, comme on l'est souvent, surtout quand on fait dans la musique, puisque qui n'est pas égomaniaque quand il prend la décision de monter sur scène et d'être regardé par tout le monde. Le fait de commencer à m'occuper des autres, ça m'a appris plein de choses sur moi. Ça m'a aussi permis de découvrir le bonheur de faire du bien et de changer la vie des autres. Et j'ai voulu aller de plus en plus loin. J'ai eu énormément de succès. Et un jour, je me suis posé une question. Je commençais à très bien gagner ma vie. Non seulement très bien gagner ma vie, mais le temps que je passais avec les gens, c'était des gens qui étaient très fortunés, qui étaient des chanteurs, des acteurs, des hommes politiques. En gros, je m'occupais d'une élite et je me disais que les gens qui en avaient le plus besoin, c'était des gens qui étaient plutôt défavorisés. Donc j'ai réfléchi et j'ai embrassé une nouvelle carrière, une carrière d'entrepreneur, une entrepreneur du web. J'ai monté une start-up dans le web dont la vocation première était de démocratiser l'accès au coaching en déployant tous les outils qui sont autour du sportif de haut niveau dans un souci de performance et de les adapter pour en faire un outil de santé durable. Donc ça, c'était ma nouvelle vie. En même temps, j'ai sorti un premier livre qui s'appelle La méthode FitNext, qui reprenait les grandes théories que je défends aujourd'hui et qui, je pense, sont salutaires pour la santé, à savoir enlever un certain nombre d'aliments de notre existence, manger ce pourquoi on est programmé, en regardant notre histoire et notamment notre ancêtre préhistorique, et associé au sport. Donc ça, c'est du pur bon sens. Ça s'est mis en place et au fur et à mesure que j'avançais sur ce chemin à la fois d'entrepreneur, mais aussi de quelqu'un qui était préoccupé par ses semblables et qui avait envie qu'ils aillent mieux, j'ai appris plein de choses. Jusqu'au jour où j'ai été une nouvelle fois rattrapé par les coups du sort. Mon frère est tombé malade en 2013 d'un cancer du pancréas. Je l'ai accompagné pendant 1 an et demi jusqu'à son décès. Et je me suis aperçu que j'avais été emporté par, sans le savoir, que j'étais rentré dans un rôle qui était l'homo economicus pur et dur. Que moi-même j'étais devenu un patron de start-up avec des préoccupations de croissance, que je prenais plus de temps pour moi, que j'étais dans cette course effrénée et que j'étais encore une fois en train de traverser l'existence
comme un obus. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse un pas de côté et j'ai regardé le monde en changeant de paradigme, en regardant le monde à travers le prisme de celui que vivait mon frère. Et c'est ce qui m'a amené à me poser de nouvelles questions et envisager de faire un livre, encore une fois avec cette dimension holistique, parce que pour moi, on fait partie d'un tout et on a chacun d'entre nous un rôle à jouer, une place essentielle. Et je me suis dit qu'il fallait faire ce travail que les autres ne me font pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne sont pas éduqués, parce qu'ils n'ont pas accès à certains savoirs, parce que c'est un travail, parce que c'est une enquête. Et je pense que c'est réussi. Et c'est quoi ton message principal alors avec ce livre? Allez bien, c'est un vaste projet. Si tu regardes la grille de lecture de l'Organisation mondiale de la santé, il y a le bien-être physique, il y a le bien-être mental et le bien-être social. Et les structures de notre société prennent racine quelques siècles en arrière, quand des Portugais et des Espagnols ont décidé de financer des navigateurs pour partir à la conquête du monde. Et c'était le début du capitalisme en fait, où ces gens partaient à la conquête du monde pour piller, détruire des civilisations, ramener de la richesse, créer de la richesse sur des gens qui avaient investi sur eux. Donc c'était les premiers fonds d'investissement. Les années qui ont suivi, on est passé du pillage de plein de sociétés à l'esclavage. On a utilisé des personnes comme des outils de travail, comme des bêtes. Et c'était le commerce triangulaire. Et c'est à cette époque-là que Adam Smith, qui est le père du capitalisme, lorsqu'il a écrit La richesse des nations, a érigé l'économie au rang de science. Et cette science-là, c'est celle qui nous gouverne aujourd'hui. Et d'être humain, on est passé au statut d'homo economicus. C'est-à-dire que le but de nos existences aujourd'hui est de consommer. Les politiques aujourd'hui, ils nous disent attention, il faut relancer la croissance, il va falloir qu'on consomme. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond qui était en train de s'inscrire dans nos vies. C'est que les gens n'étaient plus préoccupés que par l'avoir et qu'ils oubliaient d'être, et qu'il y a quelque chose d'essentiel dans la quête du bonheur. C'est de savoir qui on est, c'est le fameux connais-toi toi-même, c'est le temps qu'on va prendre pour essayer de comprendre pourquoi on agit. Et le titre de ce livre, c'est Aller bien. Aller bien, c'est savoir, avoir accès à la connaissance, comprendre pourquoi on va mal, et une fois qu'on a compris pourquoi on va mal, décider de changer pour aller bien. Oui, il y avait oh, super à voir. Il y avait une question justement d'une personne qui disait ça. Comment on prend conscience? Toi, tu as eu le chemin que tu as fait avec ton frère, tu as eu la maladie de ta femme, ta propre maladie. Est-ce qu'il faut passer par des moments de chaos et on est face à la mort pour prendre conscience de ça? Est-ce que toi, tu aurais pu passer par un autre chemin si quelqu'un t'avait parlé de tout ça de façon intelligible? Ça t'aurait convaincu, tu penses? Je suis pas armé pour répondre à cette question pour une seule et bonne raison, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, avec la société qui est la mienne, qui est plus qu'une société, c'est une proposition de société, c'est une proposition de société d'un point de vue sociétal, c'est un mode de vie. On s'aperçoit qu'on change la vie des gens parce que rien qu'en modifiant leur fond nutritionnel, en leur faisant avoir une activité sportive, en leur expliquant les mécanismes qui régissent leur corps et les nutriments dont ils ont besoin et qu'il y a des enjeux beaucoup plus globaux qui reviennent en ce qui concerne l'écologie, le climat, l'économie, la politique, que c'est un acte politique de manger aujourd'hui, que c'est un acte politique de changer sa vision du monde, les gens changent et ça transforme leur vie. On a des témoignages tous les jours de gens qui ont complètement bouleversé leurs existences, qui quittent leur boulot, qui malheureusement des fois se séparent de leur conjoint parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde et qu'ils aspirent à autre chose. Et aspirer à avoir une vie meilleure, je trouve que c'est formidable. Trouver de la paix, trouver de la sérénité. Peut-être que non pour moi. En l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est d'être un catalyseur. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un lanceur d'alerte. Parce qu'il semble que je sois un petit peu écouté puisque j'ai vendu quelques centaines de milliers de livres et que j'ai toute une communauté derrière moi aujourd'hui. Il y a des gens qui me donnent les latitudes pour m'exprimer en médias
en l'occurrence Stéphane Bern et la production de Martange qui fait l'émission Comment ça va bien, me donne un espace de liberté 2 à 3 fois par semaine où j'ai 15-20 minutes pour parler en étant monsieur bien-être et en disant des choses excessivement subversives à la télé, puisqu'en général la télé est financée par des annonceurs et que je les prends bien en tête et que jusqu'ici on me laisse le faire et que ça intéresse les gens. Je me sens une responsabilité, tout comme j'imagine que Nicolas Hulot s'en sent une, que Stéphane Foucard, le journaliste scientifique du Monde, s'en sent une. On a des responsabilités, on a tous une responsabilité individuelle et on a une responsabilité collective. Je pense que la première des choses, c'est d'évangéliser pour qu'on ait une prise de conscience. À partir de cette prise de conscience, on fait son choix. Alors, c'est quoi ce choix? Comment on peut agir à un niveau individuel? Tu as l'air de dire qu'on peut reprendre chacun notre pouvoir, en fait. C'est pas reprendre, on a un pouvoir. Ouais, donc, mais alors soit on le laisse, soit on le laisse, on s'abandonne et on est un zombie, soit on est un activiste de sa santé, on est un consommateur. Le consommateur, c'est quoi? On va prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, sur la planète, il y a 4 grandes monocultures: blé, soja, maïs, huile de palme. Les industriels, ils ont fait un truc énorme, ils ont compris qu'il y avait un business model énorme autour de ça, parce que par exemple, tu prends le maïs, ils ont extrait une dizaine de produits du maïs, de l'amidon de maïs, du sirop de glucose de maïs, etc. Ils en mettent partout, donc ils peuvent faire un business monstrueux avec ça. Ces 4 monocultures, elles ont participé à la déforestation, à la détérioration totale des écosystèmes du sol, à la fertilité, parce qu'ils sont entretenus évidemment avec tous les gens de chez Monsanto par des pesticides, par des fongicides, ils détruisent les sols. Et en fait, le fait de consommer ça, ça fait quoi? 1, on est plein de calories creuses, d'accord, qui ne nous apportent rien. 2, elles nous rendent malades. On corrèle l'industrialisation et la culture intensive dans les années 50 avec l'explosion des maladies inflammatoires, d'accord, parce que ce sont que des oméga 6. Il faut savoir que là, si je te l'explique, on va essayer de le faire bref, tu tombes, tu te coupes le coude là par terre, tu as des petites bonnes femmes à l'intérieur de ton corps qui vont réagir, elles s'appellent les prostaglandines, et elles vont appeler une troupe d'élite qui s'appelle les troupes pro-inflammatoires, et ces troupes pro-inflammatoires, elles ont de la chance parce qu'elles se nourrissent exclusivement d'oméga 6. Les oméga 6, c'est ce qu'on a partout dans notre société. Elles favorisent la prolifération des cellules graisseuses et l'inflammation. Ensuite, ces petites prostaglandines, elles vont appeler une autre troupe d'élite, les anti-inflammatoires. Sauf que ces petites troupes d'élite, elles se nourrissent d'oméga 3 et les oméga 3 ont disparu de notre société. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de business avec des oméga 3. Si je te dis de manger des framboises, à part faire des framboises, tu ne vas pas gagner, tu ne vas pas faire une marge énorme. D'accord? Donc les industriels ne sont pas emparés des oméga 3. Ou alors ils en ont cultivé dans les laboratoires et ils les mettent dedans, mais nous on ne peut pas les métaboliser, donc ça n'a aucun intérêt. Donc d'un seul coup, tu te rends compte que ta façon de consommer, de choisir, va agir directement sur la planète, sur toi et sur l'économie de ton pays. Parce qu'aujourd'hui on est confronté à un truc, c'est que les comptes de la sécurité sociale, c'est ce qui plombe complètement l'État, parce qu'il y a des gens de plus en plus malades et des médecins qui prescrivent de plus en plus. Alors, par exemple, tu as du cholestérol, tu as des problèmes cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'on va faire? Le médecin, il ne va pas te dire, voilà, tu vas manger ça, tu vas faire du sport, tu vas arrêter ça, je vais te donner une statine. Si tu es une femme en plus, tu vas avoir plein d'effets indésirables qui peuvent devenir cancérigènes. On est dans une mécanique qui est vicieuse. Tout nous fait aller dans le mur. Alors que si tu décides d'arrêter de consommer ça, tu ne vas pas être malade. Tu vas ralentir la déforestation. Tu vas ralentir l'empreinte carbone, parce qu'on ne va pas faire venir de la merde de l'autre bout de la planète. Tu vas participer à la réduction du déficit de la sécurité sociale. Si tu te mets à prendre des circuits courts, à prendre du frais, tu vas recréer du tissu social économique, parce que tu vas recréer de l'emploi avec des petits paysans qui vont pouvoir se développer. Bref, c'est un schéma vertueux, tout est lié. Si demain, un politique acceptait de faire ce que j'appelle une sorte de taxe Tobin, pollueur-payeur, si chaque fois que quelqu'un faisait des calories creuses où il rajoute du sucre, du sel et du gras, qu'on devait le payer déjà beaucoup plus cher, ça dissuaderait les gens d'acheter ces produits, ça obligerait les industriels à faire des produits de qualité, donc ils continueraient à avoir du travail quand même, ça réduirait le budget de la sécurité sociale, ça recréerait du tissu économique, parce que la grande question pour moi, c'est de savoir si on veut 1,5 milliard de petits paysans ou quelques centaines d'agro-managers.
Ce qui m'a intéressé chez Michel Serres, c'est lorsqu'il dit que on vient d'assister à la fin du néolithique. Le siècle dernier, au début du siècle, il y avait 50% qui étaient dans les campagnes en tant que paysans. Aujourd'hui, il y a moins de 3%. Ces 3%, c'est les gens les plus déprimés. La troisième cause de mort chez les paysans, c'est les suicides. La deuxième, c'est les cancers. Et aujourd'hui, c'est reconnu, ce sont des maladies qui sont directement liées aux pesticides. C'est le serpent qui se mord la queue. Et il y a des gens qui sont sans scrupules, qui continuent à faire du blé en vendant des produits toxiques, en essayant d'avoir des grands enjeux géopolitiques pour avoir la gouvernance de l'alimentation. Je pense par exemple à Monsanto ou à tous les groupes industriels qui en ont rien à foutre de la santé des gens, qui sont juste préoccupés par des colonnes de pertes et de profits qui sont le grand drame de notre société. Il faut remettre de l'humain au centre des préoccupations. C'est général, c'est pas que Monsanto. C'est-à-dire, Monsanto, ça se voit parce que ça touche à notre alimentation. Mais je pense qu'on est tous un peu dans ce schéma de vouloir faire de l'argent. Reprenons, moi j'ai monté une start-up. Donc oui, je gagne de l'argent. J'écris des livres, je prends de l'argent. Mais les comportements que j'ai, ce que je mets en valeur, c'est des comportements vertueux. Je fais en sorte que les gens aillent mieux. Je propose une offre qui n'est pas chère du tout, qui permet aux gens d'aller mieux. Je leur donne les clés. J'écris même des livres qui vont à l'encontre de mon business digital pour les libérer. C'est pas un problème de faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est pas sale. T'es pas un enfoiré parce que tu fais de l'argent. T'es un enfoiré quand la vocation première de ton métier, par exemple, quand elle est celle de nourrir les gens, que tu ne donnes pas la plus élémentaire des choses en tant que producteur d'alimentation pour les gens, c'est que tu leur donnes des aliments qui soient bons pour leur santé. Je t'interromps là, juste parce que tu as parlé du point de félicité. J'ai trouvé ça très drôle, j'avais jamais entendu ce terme, parce que féliciter, ça touche au bonheur. C'est quoi ce point de félicité? Alors, dans les années, à la fin des années 50, il a fallu reconstruire le monde. Il y a eu une grande période de pénurie, il fallait nourrir un maximum de monde en un minimum de temps. Et c'est là que les industriels se sont mis à faire de la culture intensive, à modifier le conditionnement des aliments. Ils ont fait le principe de commodité qui est arrivé très tôt dans les années 60, c'est-à-dire faire des plats tout préparés, tu n'avais rien à faire, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Quelque chose dans la gorge, je suis navré. Et ils se sont dit on va rajouter un peu d'eau ou un peu de lait, et d'un seul coup les gens vont avoir l'impression qu'ils font quelque chose, et ça a cartonné, ça a explosé. Et puis après ils se sont posés d'autres questions, ils n'en avaient plus rien à cirer du bien-être des gens et de leur santé. Ils se sont dit comment est-ce qu'on va pouvoir les faire consommer beaucoup plus, et mon produit en particulier, comment les rendre accros. Donc là on est rentré dans des laboratoires avec des biologistes, avec des chercheurs, et ils ont financé des études pour essayer de comprendre qu'est-ce qui rendait les gens accros. Qu'est-ce qui allait faire en sorte qu'on n'allait pas déclencher les centres de satiété quand on marche. Alors on a commencé à mettre des antivomitifs dans l'alimentation, on a commencé à pré-mâcher, à faire en sorte que les aliments qu'on mâche, on mâche une ou deux fois pour pas trop mastiquer, pour pas déclencher le centre de satiété. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont commencé à faire des tests en rajoutant certains produits, au-delà de tous les additifs, 3 produits, du sel, du gras et du sucre. Et ils se sont rendus compte que s'ils diminuaient un peu le sucre, les gens, quand ils faisaient les études sur des centaines de personnes, les gens mangeaient moins. Et chaque fois qu'ils rajoutaient plus de sucre, les gens devenaient tarés, complètement tarés, et ils en remangeaient encore et encore. Mais si on n'avait pas assez mis de sel et de gras en même temps, les gens n'étaient pas pareils. Donc ils ont découvert un point de rupture, qu'ils ont appelé le point de félicité, où chaque fois que la personne goûte le produit, dans les 5 minutes, elle va vouloir y retourner avec une même compulsion sucrée. Alors à cela, il y a plusieurs raisons. Quand il y a quelque chose qui a un index glycémique très élevé, qu'est-ce qui va se passer? Tu as des capteurs le long de la langue et le long de l'œsophage qui vont discuter avec le cerveau et qui vont dire attention, il y a une quantité énorme de sucre qui arrive, un index glycémique énorme qui est dangereux pour la santé. Qu'est-ce qui va se passer? On va sécréter au niveau du pancréas de l'insuline, qui est l'hormone du stockage du gras qui va transformer le sucre en gras. Mais comme le cerveau, lui, se nourrit à 80% de sucre, après avoir sollicité le pancréas, il est dans un instant de panique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie une compulsion sucrée qui va encore créer une hypoglycémie réactionnelle. C'est ce qu'on appelle l'insulinisme. C'est ce qui est à l'origine, de l'épidémie de diabète depuis 60 ans et de l'obésité. Mais ça, ils n'en ont rien à cirer. Ce qui les intéresse, et c'est comme ça qu'ils nous appellent, ils nous appellent des parts d'estomac. Nous sommes des parts d'estomac, nous ne sommes pas des individus. On a désincarné les gens, déshumanisé les gens. On est des produits auxquels on vend des produits. Voilà. Bon, je vais revenir sur le bonheur. T'es prêt?
Je suis prêt, ouais. Bah, juste avoir peut-être maintenant ta vision du bonheur ou bien les choses qui te paraissent importantes pour être heureux dans la vie. Tout à l'heure, j'ai commencé à te parler d'une question et j'en parle dans le livre. Un jour à mon papa, quand j'étais petit, j'avais dit, papa, c'est quoi le bonheur? Mon père, lui, il a fait la guerre, il a 85 ans, tu vois. Et il m'a dit, môme, le bonheur, c'est l'absence de malheur. Et à la lueur de mon expérience, je me dis que c'est vrai que ça y participe. L'absence de malheur, c'est déjà, si tu es un petit peu éveillé, eh ben, tu vas pouvoir te recueillir sur la beauté de l'existence quand tu n'es pas en difficulté, que tu souffres pas, que tu n'as pas des galères. Après, le bonheur, c'est ces moments de plénitude, d'absolu que tu as lorsque tu as un épanouissement personnel dans le cadre de ton activité personnelle, dans ton activité professionnelle, et que tu peux partager avec les gens qui sont autour de toi sans que cet épanouissement ait empiété sur le leur. Donc c'est une espèce d'équilibre instable qui te permet de partager un moment de plénitude avec quelqu'un sans qu'il atténue le sien. C'est-à-dire que c'est une sorte de communion. C'est quelque chose qu'on arrive à partager ensemble. Ça peut être conditionné par plein de petits gestes au quotidien. Il y a des gens qui se foutent de ma gueule quand je le dis, mais si on se dit que chacun d'entre nous, comme si on le faisait pour des enfants, que de tous les jours on faisait 3 actions gratuites pour les autres, on aurait une énorme satisfaction et que ça serait une chaîne fantastique. Moi, j'essaye de mettre de la conscience dans ma vie, j'essaye de me recueillir devant la beauté des petits plaisirs. Il y a une anecdote que je sors dans le livre, mais les derniers jours que je passais avec mon frère, quand la morphine lui laissait quelques instants de répit, je l'emmenais dans le petit jardin calme et verdoyant qu'il y avait dehors, dans la pleine lumière du soleil de printemps, quelques semaines avant qu'il meure, notamment les derniers jours. Et je le regardais, on se tenait la main tous les deux, j'avais pas conscience à ce moment-là de l'intensité et de la plénitude de ces moments. Et je le voyais fermer les yeux, recevoir le soleil sur lui. Et il inspirait fort comme ça. Il faisait rentrer de l'air dans ses poumons. Il se délectait des dernières gouttes de vie qu'il avait en lui. Et moi j'ai pensé à un film qui s'appelle Le Soldat Ryan, où à la fin du film il y a Tom Hanks qui s'adresse à Matt Damon, qui est le soldat Ryan, et ils vont tous mourir pour lui, et il lui dit mérite ça. Et en fait, pour moi c'est comme une réplique silencieuse que mon frère m'a fait. Mérite ça, mérite d'être en vie. Sois digne de ton existence. Et c'est ta capacité à te recueillir devant les petits moments qui font la beauté de la vie qui te rend heureux. Ton aptitude à te dire que tu es heureux, même quand c'est des moments difficiles, parce qu'on est des gens très privilégiés. Waouh, merci. Ben, c'est moi.